Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours dans l'émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à la course au municipal pour Paris en 2026 et les choses changent très vite. L'écologiste David Béliard a déjà accepté de retirer sa candidature pour soutenir le socialiste Emmanuel Grégoire. Une alliance de premier tour historique dans la capitale qui fait sans doute suite au début de campagne tonitruant de Rachida Dati. On va en parler avec nos invités autour de la table dans une minute. En culture, un vaudeville judiciaire signé Jean-Marie Rouard. Drôle de justice, c'est au théâtre de Passy. Jean-Marie Rouard sera l'invité de l'entretien culture tout à l'heure, accompagné de Daniel Russo. En art de vivre, un artisanat ancestral, celui du tissage de tapis. L'atelier Merchil à Paris propose du sur-mesure et ça donne des créations absolument magnifiques et surtout uniques. On les rencontre à la fin de l'émission. David Béliard renonce déjà à la mairie de Paris et accepte de retirer sa candidature au profit d'un soutien au candidat socialiste Emmanuel Grégoire. Il était sur France Info ce matin pour expliquer son choix. On l'écoute. D'abord, la question, c'est pas de s'effacer ou pas. La question, c'est de prendre nos responsabilités pour les Parisiens et les Parisiennes. C'est ça qui nous est posé aujourd'hui. On est dans une élection qui est une élection difficile, dans laquelle il y a des enjeux qui sont des enjeux énormes pour Paris, pour celles et ceux qui y vivent, qui souhaitent y travailler. La question du logement social, la question de la cherté de la ville, la question de la transformation écologique. Tout ça, en fait, est posé sur la table. Et nous avons face à nous, une droite qui est une droite populiste, affairiste, qui aujourd'hui est très brutale. Et nous avons besoin aujourd'hui d'inventer un nouveau récit, d'une certaine manière bousculer cette élection en faisant quelque chose d'historique. Moi, je crois aujourd'hui qu'effectivement, et je l'ai dit depuis le début de cette élection, qu'il faut nous unir et pour une union la plus large possible. Une union la plus large possible. On verra ce que ça veut dire avec nos invités autour de la table. Une élection difficile, des enjeux énormes. Il n'est pas question de s'effacer, dit David Béliard. On va en discuter autour de la table avec nos invités. Richard Fiorin, merci beaucoup d'être sur le plateau de France. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro. Brice Sokol, politologue et auteur de Comment les imaginaires transforment la France. Il est vrai que ce revirement de situation intervient très tôt dans la campagne. David Béliard parle de mouvement historique. C'est vrai qu'une alliance comme celle-ci de la gauche, avant même le premier tour, c'est quelque chose d'assez inédit. Oui, c'est complètement historique. Et pour les écologistes, je pense que ça n'a pas été un choix facile parce que, c'est presque, pour les écologistes, une façon de se renier. En tout cas, c'est comme ça que certains écologistes le percevaient a priori, parce que c'est perdre une partie de son identité. C'est-à-dire c'est se ranger derrière le Parti socialiste, contre lequel s'est construit en partie le parti. Donc voilà, il faut replacer tout ça dans ces grands mouvements-là. Et c'est historique aussi, oui, parce que ça n'a jamais été fait et parce que ça permettra vraisemblablement à la gauche non mélenchoniste de réaliser un très bon score dès le premier tour. Comment est-ce qu'on doit analyser ce revirement de situation très en amont? Est-ce que ça veut dire que la gauche a tout simplement peur de perdre Paris et qu'il faut tout de suite créer une alliance forte? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. C'est historique à Paris, en effet, mais quand on regarde la préparation des élections municipales dans les autres villes de France, notamment dans les métropoles, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire une alliance du Parti socialiste, des Verts et du Parti communiste. On le voit à Lyon, on le voit à Toulouse, on le voit à Marseille. C'est des alliances naturelles ? On le voit à Rennes, on le voit à Nantes. Ce sont des alliances qui aujourd'hui apparaissent comme naturelles pour différentes raisons. La première des raisons, c'est qu'en fait, vous voyez bien l'impact de la politique nationale sur le local. Il parlait de récit tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez deux récits. Vous avez le récit du Rassemblement national et vous avez le récit de la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. Et on voit bien que ces élections municipales vont raconter ces deux récits. Et donc, au milieu, vous avez le bloc social-démocrate de gauche qui, s'il veut survivre, s'il veut pouvoir garder quelques collectivités des métropoles, notamment, je pense à Paris, je pense à Lyon, je pense à Marseille, mais on pourrait parler de Bordeaux également, a besoin de s'unir. Et puis, vous avez une droite... Donc, c'est une question de survie, pardon. C'est une question de survie. Vous avez une droite, vous avez les LR, Horizon, le Modem, qui, d'un autre côté aussi, ont besoin de survivre et de s'allier. Alors, c'est très compliqué. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pierre-Yves Bournazel se présente candidat à la mairie Paris. C'est encore un cas particulier, puisque M. Bournazel se présente à côté de Rachida Dati, alors que dans un certain nombre de villes de France, Horizon fait une alliance avec les Républicains. Donc, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, en tout cas à l'échelle nationale. Mais
je pense que la gauche parisienne a bien senti qu'avec la dynamique enclenchée depuis maintenant 6 mois par Rachida Dati, sans alliance, ce serait compliqué. Et surtout, comme vous le dites justement, il faut sortir dans une dynamique de premier tour devant son adversaire. Et pour que la gauche sorte devant son adversaire, il fallait une alliance. L'alliance est indispensable aujourd'hui. C'est aussi le fait, pardon, j'ajoute ça, mais c'est très important, c'est la première fois que ça arrive à Paris. C'est aussi parce que les règles électorales ont changé avec la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille. Et c'est à partir de ce moment-là que du côté d'Emmanuel Grégoire, et je pense aussi du côté des écologistes, des communistes de Yann Brossa, on s'est dit qu'en fait, une alliance de premier tour s'imposait, et c'est aussi pour ça, je ne sais pas si on en reparlera, mais que les socialistes, ils ont beaucoup cédé aux écologistes qui, par rapport à leur poids, est assez manifeste, et que ces sacrifices-là prouvent à quel point cette alliance de premier tour est importante. On va bien sûr discuter de ce qui a pesé dans la balance et qui a permis cette alliance. J'aimerais quand même qu'on précise que cette décision, elle doit être validée par un vote des militants écologistes parisiens. Ça a de fortes chances de passer ? Oui, tout à fait. Par les militants communistes aussi, mais effectivement, c'est un peu des formalités. Je crois que les militants communistes avaient plutôt déjà un peu cédé, non ? Quand on écoute Yann Brossa, il disait que c'était gagné d'avance. En fait, quand on écoute les cadres, a priori, c'est... En fait, le dernier qui est resté à convaincre côté écologiste, c'était David Béliard lui-même. Donc, après son intervention de ce matin et son intervention dans Libération, bon, ça devrait aller quand même. Il n'y a pas d'incohérence de programme ? Si, peut-être, mais pas d'incohérence majeure. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que écologistes, communistes, place publique, socialistes gouvernent Paris ensemble dans la majorité municipale depuis très longtemps. Et on peut dire qu'Anne Hidalgo a chouchouté ces écologistes dans le conseil municipal parisien, les élus. Il n'y a pas de contradiction majeure. Après, chacun a joué un peu sa partie dans ce qu'on peut appeler une pré-campagne. Yann Brossa a été très allant sur les voies sur berge, etc. Mais tout ça, au fond, c'était pas tellement le programme qui posait problème. Pour dire clairement, c'était plutôt le poids électoral que vont occuper les différentes formations. C'est dans la continuité des politiques menées par Anne Hidalgo depuis plusieurs années, en fait. Est-ce qu'Anne Hidalgo a mené une politique écologiste ou socialiste à la tête de Paris ? Je pense qu'elle a été tenue par les écologistes, et on en parlera un peu tout à l'heure, parce que, en fait, dans le cadre de cette négociation qui a eu lieu depuis plusieurs jours avec les socialistes et les écologistes nous disent en privé, nous avons négocié parce que le PS, nous ne voulons pas forcément majoritaire si nous gagnons. Donc ils ont négocié un certain nombre de places. Deuxièmement, ils ont négocié aussi des arrondissements. Ils ont négocié des arrondissements dans lesquels ils sont déjà tenants de ces arrondissements, il y en a au moins 2, et puis ils ont négocié peut-être la mairie du 11e arrondissement. 3e arrondissement. Donc rien n'est gratuit chez les écologistes. La mairie du 11e arrondissement, dont David Béliard serait tête de liste. Ouais, exactement, ça c'est un peu ça traînait un peu, on en avait parlé déjà sur ce plateau, c'était une hypothèse qui tenait la corde, c'est donc quasiment fait. Et ce qui est intéressant, si vous me laissez un instant, c'est que pour David Béliard, c'est quand même une certaine forme d'incursion pour le coup dans sa carrière. Il était adjoint avec un gros portefeuille des transports, notamment jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est le signe, c'est notamment ce qu'on peut conclure en discutant avec son entourage, le signe aussi que David Béliard vise en réalité peut-être autre chose que la mairie du 11e arrondissement, parce que je ne sais pas si c'était le poste qu'elle y rêvait, sinon ça serait peut-être conclu plus tôt. Je pense qu'en réalité, il lorgne un peu sur une circonscription pour devenir député. En tout cas, c'est des rumeurs dont je vous fais part, donc c'est pas du tout encore fait, mais des rumeurs sérieuses. Mais c'est intéressant de comprendre ce qui est sous-jacent à cette décision. Hein. Et donc c'est plutôt vers l'échéance de 2027 que se projetterait David Béliard sous couvert de mairie du 11e arrondissement, ce qu'il ne dira jamais, parce qu'évidemment, vous vous rendez bien compte que c'est pas évident. Ça passerait mal. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que David Béliard avait fait 10,79% à peu près aux dernières élections municipales, et que c'est une personnalité qui est connue des Parisiens. Il s'est imposé sous ce mandat, en mettant en œuvre différentes politiques publiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, il s'est imposé. Et aujourd'hui, il apparaît comme une personnalité à gauche, dans la gauche parisienne, incontournable. Et donc, il était difficile pour les socialistes de faire sans David Béliard. Un mot de ce qu'un responsable des écologistes qui a participé aux négociations dit de cette décision. C'est un sacrifice, ce n'est pas naturel ce qu'on est en train de faire. Ça revient sur ce qu'on disait en amont. C'est une décision malgré tout qui est importante. Ça oblige les écologistes à renier une partie de ce qu'ils sont. Est-ce que ça renforce pour autant vraiment Emmanuel Grégoire, où il y a une forme d'aveu de faiblesse, de dire en fait on n'est pas capable d'y aller tout seul. La gauche socialiste parisienne ne peut pas l'emporter seule. Un peu les deux. Je pense que c'est, comme on le disait, c'est-à-dire que c'est le jeu électoral qui change, donc forcément ça nécessite de changer un peu de stratégie électorale. Après, quand on en parle avec les socialistes, ils nous disent pareil que c'est un énorme sacrifice. Ils ont vraiment cédé énormément aux écologistes, sachant que vous le rappeliez, David Béliard n'avait pas dépassé les 11% la dernière fois.
La situation ne s'est pas du tout arrangée pour les écologistes au niveau national, voire international. C'est-à-dire que l'écologie politique aujourd'hui, elle est en peine, elle va très très mal. Donc on aurait pu imaginer que David Béliard ferait même moins de 10% et qu'il aurait pu ne pas se qualifier au second tour. Donc c'est un sacré cadeau que font les socialistes aux écologistes. Bon, après évidemment on n'a pas de rapport de force précis et je pense que l'enjeu pour Grégoire, c'est pas de doubler les écologistes parce qu'il y serait parvenu a priori quoi qu'il arrive, mais c'est de marquer les esprits dès le premier tour dans un match face à Rachida Dati qui sera extrêmement serré, extrêmement difficile. Donc c'est plutôt ça l'enjeu. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est en fait les écologistes n'ont plus vraiment le choix. Vous vous souvenez, aux dernières municipales, on a parlé du temps des écologistes. Alors, pour moi, c'était un peu un effet miroir, la vague verte. Mais aujourd'hui, ils sont en tension à Lyon, ils sont en tension à Besançon, à Tours, à Strasbourg, Poitiers, à Bordeaux. Donc voilà, donc ils n'ont pas vraiment le choix aujourd'hui que de rentrer aussi dans des coalitions de gauche qui vont leur permettre d'avoir des élus. Et ça, c'est dans la stratégie nationale. Les écolos ont déçu. Alors, certaines ont déçu. Je pense aux nombreux clivages qui ont été présents, par exemple à Strasbourg. Oui, à Strasbourg. Alors, il y a différents maires écolos. J'étais sûre que vous alliez. Non, mais c'est vrai, il y a différents maires. Enfin, le maire de Bordeaux est un écolo qui vient du milieu catholique. La mairesse de Strasbourg est une écolo qui vient de très très à gauche. Donc voilà, l'écologie est plurielle. Et tous leurs mandats ont quand même été marqués, au moins au début, par des polémiques. Les 2 premières années ont été marquées par des polémiques. Souvent, ce sont des gens qui n'avaient pas tous une expérience politique, je pense au maire de Lyon. Ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits, ils ont fait des erreurs de communication. Et c'est vrai que l'écologie, en 2020, était portée aussi par un contexte national, européen et international. Aujourd'hui, quand on regarde quels sont les thèmes que priorisent les Français, vous avez évidemment, l'insécurité, 2, les services publics, et la santé plus particulièrement. Et vous avez un 3e thème qu'on a identifié avec Frédéric Dabi qui monte depuis 1 an et demi, qui est le thème de la dette. Dette versus pouvoir d'achat. Et puis vous avez un 4e thème, et c'est un thème parisien évidemment très intéressant, c'est le thème du logement. Le logement, on ne le voit pas dans les items apparaître comme ça, mais il est partout. C'est le rapport à la mobilité, c'est le rapport au travail, c'est le rapport à la famille. Le logement... Notamment sur l'attractivité aussi de certains métiers qui sont entravés par la crise du logement. C'est un vrai thème de campagne. David Béliard parle d'une élection difficile, il le reconnaît, aux enjeux importants. Alors il parle, vous l'avez dit, de logement, de coût de la vie, il parle aussi de la droite, on va y revenir. La gauche n'a de chance qu'en unissant ses forces, c'est ce qu'on comprend au travers de nos discussions. Est-ce que cette campagne s'annonce difficile au vu des thèmes abordés ou au vu de ce rapport de force déjà assez costaud, il faut bien le dire, avec Rachida Dati? Oui, c'est un peu tout ça en même temps. C'est-à-dire que d'une part, il y a la personnalité de Rachida Dati, qui est une personnalité politique très identifiée, à Paris et ailleurs d'ailleurs, qui sait faire campagne, qui a une personnalité très forte, un caractère. Enfin, c'est rare en politique d'avoir des gens qui sont capables, avec autant de facilité, de faire campagne sur les réseaux sociaux comme elle le fait dans des vidéos, qui sont extrêmement vues, extrêmement regardées. Il y a une forme de sincérité. Enfin, je veux dire, je mets un peu gentil là-dessus, parce que la politique, c'est aussi ça. D'une part, la gauche porte aussi un bilan de 25 années à la tête de Paris. Vous avez parlé de la dette, c'est important, notamment sur les questions financières, sur les impôts locaux qui ont été largement augmentés par Anne Hidalgo au cours de son dernier mandat. Donc tout ça, c'est donc difficile. Un certain nombre de promesses non tenues sur lesquelles il faut surfer avec un bilan contrasté, même pour ceux qui soutiennent la gauche parisienne. Exactement, dans un contexte où l'écologie politique, on y revient, porte moins qu'avant, moins qu'en 2020 en tout cas. Donc oui, ça va être une élection très disputée. Il y a aussi évidemment la place que vont occuper et les Insoumis, la France Insoumise à gauche, et l'extrême droite avec Sarah Knafo. Bon, on ne sait plus très bien si elle sera candidate. Pour l'instant, on ne sait pas. Et manifestement, il y a des doutes, parce que ça a été quasiment sûr, et maintenant, c'est juste, on ne sait pas trop. Donc voilà, on verra. C'est quand même que Sarah Knafo a jugé naturel une alliance avec Rachida Dati. En tout cas, c'est ce qu'elle aurait déclaré. Encore faut-il que Rachida Dati accepte. Tout à fait, ça, c'est pas gagné. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on ait changé le mode de scrutin. Parce qu'en fait, les personnalités politiques vont incarner des politiques. Et c'est la première fois à Paris. Est-ce qu'Emmanuel Grégoire a une personnalité politique suffisamment forte? C'est une vraie question. Rachida Dati, comme vous le disiez justement, c'est une personnalité politique que les Français connaissent et les Parisiens également, plus particulièrement, depuis plusieurs années. Grégoire a été dans l'ombre pendant ce mandat d'Anne Hidalgo. Voilà, c'était peut-être pas lui qui aurait dû être choisi, qui a été choisi. Un petit peu désavoué aussi avec le dauphin nommé par Anne Hidalgo, Rémi Féraud, qui a finalement... Absolument. Donc ça va être aussi un combat politique, un combat thématique, mais un combat de personnalité. Il faut reconnaître que Rachida Dati est une personnalité. On aime ou on n'aime pas.
Oui, elle est clivante. Elle est clivante. David Béliard a dit brutale aussi en parlant de cette droite. Elle est brutale, mais la politique, c'est quelque chose de pas forcément de. Voilà, c'est pas que de l'amitié, c'est parfois un peu de brutalité, un peu de virilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau mode de scrutin va obliger les candidats, qui jusqu'à présent n'étaient pas habitués, d'aller dans les arrondissements qui ne sont pas portés par leur couleur politique. Bien sûr. C'est ce que fait Dati. Et c'est ce que fait, c'est la stratégie de Rachida Dati. Grégoire, c'est intéressant, lui va à commencer sa campagne, évidemment, comme toujours, dans les arrondissements où il a ses propres électeurs. Il faut mobiliser ses électeurs. Quand même, oui. Voilà. Rachida Dati, elle fait l'inverse. Voilà, parce qu'elle sait que dans certains arrondissements de l'Ouest parisien... C'est un peu la logique des swing states aux États-Unis pendant les élections américaines. Absolument. Et c'est intéressant de voir ces deux stratégies. Même plus encore, c'est-à-dire que c'est plus que les swing arrondissements, comme on dit. Elle fait campagne dans le 18e arrondissement, Porte de la Chapelle, qui est un arrondissement qui n'est pas du tout swing, qui est totalement acquis à la gauche. Et c'est intéressant. Je pense qu'elle est capable de s'adresser aussi à tous les Parisiens, finalement. Il y a ça... Ouais, allez-y. Non, parce que... Oui, ne vous battez pas. Non, je rigole. C'est une personnalité qui, à mon avis, c'est plus facile pour Rachida Dati d'aller faire campagne dans le 18e arrondissement que pour Emmanuel Grégoire d'aller faire campagne dans le 16e arrondissement. C'est une réalité. Elle peut aller chercher des abstentionnistes, elle peut aller chercher des gens qui sont aussi un peu à la marge et qui se disent, tiens, cette personnalité est intéressante parce elle donne le sentiment, voilà, elle s'occupe de moi. Voilà. Elle est différente, elle est nouvelle, et ça, c'est le thème de la campagne. C'est une femme racisée, c'est une femme, ce qui n'est pas évident côté de la gauche. Absolument. Et Grégoire va devoir assumer quand même une partie de la politique d'Anne Hidalgo. Il faut qu'il l'assume. Il est dans la continuité. Vous avez entendu ces mots de campagne, l'apaisement. Et puis en face, vous avez Rachida Dati qui, elle, veut renverser la table. Et c'est intéressant d'avoir ces deux thématiques de campagne. D'un côté, continuité, apaisement. Et de l'autre côté, je vais changer Paris. On change. On tourne la page. Il y a quand même dans l'équipe d'Emmanuel Grégoire de plus en plus de gens qui le poussent à se libérer, sortir de son image, effectivement presque haut fonctionnaire de Paris. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais une image un peu trop policée, voilà, pas très fun, etc. Et alors qu'en plus, il a, pour le fréquenter, des qualités humaines manifestes. Donc, il le pousse à davantage le faire. Et d'ailleurs, il s'exécute parce que j'ai vu qu'il avait organisé pour le dernier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions une soirée avec tous les supporters du PSG peu après l'annonce sur le Parc des Princes. Donc voilà, on sent qu'il essaye de faire des efforts, mais de toute façon, face à Rachida Dati, je pense que c'est extrêmement difficile de faire. Après, c'est difficile aussi de se mettre en scène comme ça, d'accepter d'aller contre sa nature et de jouer en effet le personnage politique très à l'aise, proche des gens. C'est toujours délicat. Je suis contente que vous parliez de l'avenir du Parc des Princes, puisque j'ai noté un peu du côté du programme ce qui était des marqueurs communs entre les socialistes et les écologistes. Il y a évidemment la revalorisation du périscolaire, le service de garde enfants universel, les logements publics, 40% de logements publics, la piétonisation et le verdissement de la ville. Le grand point de désaccord, c'est quand même l'avenir du Parc des Princes. Ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. Ouais, c'est aussi un point de désaccord avec la maire sortante. Mais pareil, je pense que là-dessus, c'est pas un marqueur très très fort des écologistes. Donc je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais a priori, ils pourront faire quelques concessions là-dessus parce que pour le coup, c'est un marqueur fort de la campagne d'Emmanuel Grégoire. Ça y est, il a fait l'annonce en grande pompe. Ça a été plutôt bien reçu à ma connaissance. Donc il n'y a pas de raison de changer son fusil d'épaule. Un mot également du côté de cette alliance de la France insoumise. J'aimerais qu'on écoute Emmanuel Grégoire qui a fait la promesse sur Sud Radio de ne pas élargir cette alliance à la France insoumise. C'était le 31 mars. On l'écoute, il était sur Sud Radio. Aucun accord électoral avec LFI ? À Paris, aucun accord électoral avec LFI. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Il ne le souhaite pas. Et donc voilà, on avance. On dit comme ça, c'est très clair. Pas d'alliance électorale avec la France insoumise. Vous le croyez sincère ? Je le crois sincère. Il y a quand même quelque chose de nouveau que j'aimerais signaler aux téléspectateurs. Dans le protocole d'accord entre les écologistes et les socialistes, il y a une phrase qui a retenu l'attention des esprits avisés, je vous la donne. Les partenaires s'engagent à tout faire pour qu'il n'y ait qu'une seule liste de gauche au second tour. Une phrase ambiguë à dessein. C'est-à-dire que ça permet aux écologistes qui étaient très allants, c'était au fond ça aussi qui bloquait l'accord entre PS et écologistes, c'est-à-dire que les écologistes étaient partisans d'un accord de second tour éventuel avec LFI, les socialistes, pas du tout comme on vient de l'entendre. Et cette phrase laisse le doute, c'est-à-dire que chez les socialistes on dit bah non, mais ça veut dire qu'on va tout faire dès le premier tour pour faire en sorte que LFI soit sous les 10%. Écarté, oui. Et chez les écologistes, on peut dire ah bah non, mais ça veut dire que... C'est une manière d'intégrer progressivement la France insoumise. Voilà, donc ça répond pas totalement à votre question. Je crois au fond que les socialistes en ont fini d'ici à la présidentielle, en tout cas avec les insoumis.
au niveau national, et je pense que Paris ne peut pas faire exception à cette règle-là, parce que, comme Marseille, du reste, on verra à Marseille, c'est encore une situation différente, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à imaginer, pour ma part, un accord entre Insoumis et la liste de gauche. Il faut voir tout ça, et quand même modulo les scores de premier tour. Je ne sais pas si on parlera du score espéré de la France Insoumise, mais en tout cas, s'il est en dessous de 15%, a priori, ça pourrait aller pour la gauche unie. Les écologistes qui, eux, étaient bien loin de fermer la porte à la France Insoumise. Absolument, mais ça, c'est le discours de Madame Tondelier qu'on écoute depuis plusieurs mois dans le cadre de la primaire de l'élection présidentielle. Elle veut faire un peu le trait d'union entre LFI et la gauche nationale, ce qu'on retrouve à l'échelle locale. Moi, je pense que ça ne se fera pas, parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, vous voyez bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Enfin, aujourd'hui, il est vraiment remonté sur la stratégie de M. Faure de faire des compromis avec le Premier ministre actuel. Et lui, ce qu'il veut, c'est une territorialisation des LFI. Et donc, vous voyez bien, dans toutes les grandes villes de France, les villes moyennes comme dans les métropoles, LFI va partir sous ses propres couleurs et veut se compter avec le Parti socialiste. Est-ce qu'il y a une chance donc que les écolos déçus de cette alliance avec Emmanuel Grégoire se tournent finalement vers Sophia Chikirou? Je pense pas. Qui elle aussi fait une campagne assez. Ouais, moi, en tout cas, qui a annoncé une campagne assez parce brutale. que pour l'instant, moi, je trouve. Elle parlait de campagne bulldozer. On peut être en désaccord, mais pour l'instant, je trouve que Sophia Chikirou est plutôt absente. Et à mon avis, c'est une stratégie de campagne. On y reviendra peut-être. Je pense pas qu'il y aura de défection chez les écologistes, parce que ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux. Ils ont eu le temps de beaucoup délibérer ensemble. Et puis, j'insiste encore une fois, mais les écologistes, ils gouvernent Paris avec les socialistes depuis très longtemps. Donc, c'est plutôt dans l'ordre des choses. Il n'était pas question. Là, la question, c'était de savoir si on faisait alliance au second tour ou dès le premier tour. Donc je ne pense pas qu'il y aura de défection. Et il est même, ça c'est plus anecdotique, mais c'est extrêmement significatif pour moi, c'est que Danielle Simonet, qui a été insoumise pendant très longtemps, et son petit parti l'après, vraisemblablement rejoindra cette union large de la gauche. Donc il n'y a aucune raison pour les écologistes de faire défection, d'aller rejoindre Sophia Chikirou, qui est vraiment, vraiment seule et isolée pour le coup. C'est vrai que dans cette alliance de gauche, il manque Madame Simonet et il manque Place Publique. Alors ils sont en train de négocier actuellement, mais vous savez, la politique, c'est de la dynamique. Et si cette alliance des gauches crée une dynamique dans les semaines et les mois qui viennent, vous pouvez avoir LFI en dessous de 10. Donc voilà, c'est un. Puis ça va aussi dépendre du taux de participation. Mais moi, je ne suis pas certain qu'LFI dépasse la barre des 10%. Voilà, ça va encore une fois dépendre de la dynamique de cette alliance des gauches. Et dans le détail des arrondissements, je pense par exemple au 18e, il y aura a priori 2 listes d'extrême gauche ou de gauche radicale, je ne sais pas comment on dit, avec d'une part Daniel Obono sous les couleurs de la France Insoumise, et la défection, pour le coup, de Révolution écologique pour le vivant, le micro-parti d'Aymeric Caron, qui devrait aussi présenter une liste. Mais Aymeric Caron, il est assez identifié dans le 18e, donc je ne dis pas que... Mais tout ça est de nature à diviser les votes dans un arrondissement, le 18e, qui figure parmi les 3 qui sont les places fortes de la France Insoumise. Donc, bien sûr, excusez-moi, mais je pense qu'il y a une personnalité qu'il ne faut pas oublier, c'est M. Bournazel. Alors justement, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a une chance qu'on arrive à une alliance centre-droit avec Rachida Dati qui tend la main à Pierre-Yves Bournazel, Pierre-Yves Bournazel qui fait ce que fait David Béliard aujourd'hui, qui se range derrière Rachida Dati, on y croit ou on n'y croit pas du tout? Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit bien parti. Ça me paraît aujourd'hui compliqué de le faire maintenant. C'est pour ça que je dis qu'il faut suivre quand même M. Bournazel, parce qu'il a un peu la stratégie, j'allais dire, c'est l'escargot qui avance lentement, mais qui avance. Et il peut séduire une partie de la droite modérée aussi parisienne. Est-ce qu'il peut séduire suffisamment ? Écoutez, moi je pense qu'au moment où nous parlons, non, pas suffisamment pour rattraper Rachida Dati dans cette course. Et au moment où nous parlons, la campagne n'a pas vraiment commencé. Alors qu'on a l'impression qu'elle est finie. C'est quand même paradoxal. La campagne n'a pas commencé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est soutenu par Renaissance. Et le MoDem, moi je ne comprends pas rien, le MoDem soutient la candidature de Rachida Dati. De Rachida Dati finalement. Renaissance soutient Pardon, mais c'est pas très lisible. Horizon. Je pense à tous ceux qui nous écoutent. C'est hyper compliqué cette campagne à décrypter quand on n'est pas dedans au quotidien. C'est votre cas tous les deux. C'est pas simple. C'est très difficile, mais encore une fois, c'est toute la faiblesse, si vous voulez, de ce bloc central et de ce bloc macroniste qui se prend, encore une fois, le mur des élections municipales. Vous pensez qu'on identifie Rachida Dati comme macroniste ou comme LR? C'est beaucoup lié à Paris, mais aussi à des histoires d'inimitié personnelle. Parce qu'il y a même des gens de Renaissance qui soutiennent Rachida Dati, c'est encore plus compliqué que ce que vous dites, Sylvain Maillard, etc. Et je pense que c'est beaucoup lié à des divergences très fortes entre Gabriel Attal et Rachida Dati notamment. Donc tout ça est quand même assez...
Je veux dire, effectivement, il ne simplifie pas la tâche, mais ce n'est pas politique, c'est plus personnel. Ce sont des querelles personnelles. C'est le jeu politique dans toute sa splendeur aussi qui est en train de se mettre en œuvre. C'est le mauvais jeu politique. Le mauvais jeu politique. Est-ce que du côté de Reconquête, on en a parlé très peu, mais rapidement tout à l'heure, Sarah Knafo, une alliance avec Rachida Dati, est-ce que Rachida Dati pourrait fermer cette porte ? Dire non, mon programme pour Paris n'a rien à voir avec le programme de Reconquête. On ne connaît pas d'ailleurs. Je ne sais pas. Je pense que, honnêtement, à mon avis, si j'ai bien compris, Sarah Knafo était en train de désamorcer un peu sa candidature. Donc, est-ce qu'elle soutiendra Rachida Dati Ou elle appellera à voter peut-être pour Rachida Dati. Est-ce que Rachida Dati mettra en scène le soutien de Sarah Knafo à Paris ? Je ne suis pas sûr qu'elle en ait beaucoup besoin en réalité. Donc, je ne sais pas. Tout ça est encore assez flou. Assez flou. Ouais. Une dernière Ce qui est intéressant, c'est que Sarah Knafo, quand même, est une personnalité. Quand on regarde les sondages d'opinion, elle apparaît, elle est identifiée. Dans le paysage politique national et parisien, elle est identifiée. Donc voilà, est-ce qu'elle sera candidate ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle fait partie de ces personnalités qui pourraient concourir à la mairie de Paris. David Béliard, en introduction, parlait d'une droite populiste, affairiste. Finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a deux visions de Paris qui vont s'opposer sur ces municipales. Ce bloc de gauche et puis Rachida Dati qui va quand même porter assez distinctement le centre droit. Est-ce que c'est des personnalités et des modes de campagne qui sont parfaitement incompatibles, qui ne vont rien avoir à voir les uns avec les autres ? J'ai du mal à formuler ma question. Est-ce que ça va être une campagne qui va être musclée et compliquée ? C'est des styles qui sont très différents, on l'a déjà largement souligné. Effectivement, je pense que la liste de gauche a pour elle d'avoir dirigé Paris depuis 25 ans. Elle l'a pour elle comme elle l'a contre elle. Sa légitimité de terrain, sa connaissance des dossiers. Enfin, je veux dire, si l'Alliance de gauche, Emmanuel Grégoire est élu maire de Paris, il a été premier adjoint pendant des années, il connaît Paris comme sa poche. Enfin, je veux dire, même la machinerie de la mairie de Paris, qui est quand même pas rien, il la connaît par cœur. Pour Rachida Dati, ce sera bien différent. On a parlé en plus des inimitiés personnelles qui doivent, à mon avis, qui pourraient compliquer un peu tout cela, mais c'est sûr que Rachida Dati, on l'a souligné aussi, c'est un style, c'est une manière de faire de la politique qui est totalement différente de celle de Grégoire, et pour le meilleur, à mon avis. Après, sur les accusations de droite populiste, trumpiste, David Béliard l'a pas dit dans l'extrême, mais il le dit d'ailleurs, oui. C'est des mots qui sont aujourd'hui un peu galvaudés. Je pense que la gauche s'honore pas forcément à utiliser ce type de vocable dans une campagne. Bon, après, c'est de bonne guerre, c'est la politique. Et je pense que ça indique aussi qu'ils mettront beaucoup en avant les affaires dans lesquelles baigne Rachida Dati. Ouais, moi, j'ai le sentiment que les Français, aujourd'hui, sont devenus un peu pragmatiques à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'ils veulent des résultats. Voilà. Tous les discours idéologiques, aujourd'hui, sont dépassés. Je pense qu'ils veulent des élus qui les représentent, des élus qui les écoutent, des élus qui comprennent leurs préoccupations. Et ça, c'est un peu c'est un peu cette nouveauté, c'est-à-dire que le citoyen veut un élu local pragmatique, engagé, qui écoute et qui apporte des solutions. Je pense qu'on n'est plus au temps des idéologies comme dans les années 80, 90, 2000, et toutes ces incantations, c'est un fasciste, c'est un communautariste, c'est un populiste. Enfin, les Français aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et on sait que la conscience politique aujourd'hui se place dans la proximité, notamment dans les municipales. Absolument. Moi, je pense que à Paris, les programmes vont être importants et la manière dont on va répondre aux attentes dont on parlait tout à l'heure des Français, des citoyens et des Parisiens, ça va beaucoup compter. Sera déterminante. On aura l'occasion évidemment d'en reparler sur ce plateau. Merci beaucoup à tous les deux de vous être libérés dans cette journée à l'actualité politique riche. On passe tout de suite à l'entretien culture. Au théâtre de Passy se joue un véritable vaudeville judiciaire signé Jean-Marie Rouard et mis en scène par Daniel Collat, où l'on y découvre un portrait acide et grotesque de notre système judiciaire. Ça s'appelle Drôle de justice. C'est le nom de cette pièce qui explore les incohérences et les distances entre l'appareil judiciaire et son apparat et les situations personnelles des personnages. Vous allez voir, c'est délicieux. On en parle avec eux. Jean-Marie Rouard, merci beaucoup d'être sur le plateau. Vous êtes auteur et académicien. Vous êtes accompagné de Daniel Russo, comédien dans cette pièce. Cette pièce a été précédée d'un essai. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un objet de théâtre ? Est-ce que vous sentiez déjà cette matière théâtrale ? Non, c'était une pièce de théâtre qui a été publiée avec une très longue préface qui a enflé de plus en plus au point de devenir une sorte d'essai qui précède la pièce. Mais à l'origine, c'est une pièce de théâtre sur la justice
qui est un peu inspiré de mon expérience judiciaire qui est assez grande, puisque j'ai été condamné par la 17e chambre à 100 000 € de dommages et intérêts dans l'affaire quand j'ai défendu Omar Haddad. Donc j'ai décidé de m'inspirer un peu de ce contexte judiciaire, mais d'une manière burlesque. Parce que voilà, je trouve que le théâtre, quand on va au théâtre, il faut quand même s'amuser, mais ça ne m'a pas empêché de tirer la moustache des juges. Voilà. Et j'ai été servi par des acteurs absolument sensationnels, comme Daniel Russo et Florence Darel, et puis les autres qui sont... parce qu'il y a 6 acteurs. Mais je veux dire, je remercie parce que la pièce tient quand même beaucoup sur le personnage principal, qui est un personnage atroce. Et je veux dire que Daniel Russo est atroce. Vous êtes atroce, Daniel Russo. Atroce. Ah oui. Ça vous a plu, ce projet ? Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces questionnements profonds autour de notre système judiciaire ? Déjà, la pièce, bien entendu. Et puis, surtout, de voir un homme comme ça qui peut être d'une sévérité, qui a la main mise sur la famille, sur sa femme, sur ses enfants. Et derrière, il y a cette fragilité. Et ça m'a plu, sur le personnage. D'un seul coup, on se dit, mais non, attends. Donc c'est les contrastes qui vous ont intéressé ? C'était ça qui m'a intéressé, bien sûr. C'est ça qui est formidable, c'est très riche sur un personnage comme ça. Mais c'est l'humain. C'est l'humain, parce qu'un être humain, il est contrasté. Et ben voilà. Et c'est cette humanité qui m'a beaucoup plu, vraiment. Est-ce que vous diriez que le système judiciaire est intrinsèquement théâtral ? Est-ce qu'un tribunal, c'est un théâtre avec des acteurs ? Oui, des répliques ? alors ça, permettez-moi de vous dire que ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Je ne fais pas partie de ces écrivains qui vont assister à des cours d'assises, à des choses. Non, moi, quand je me suis intéressé à des causes, c'était pour défendre des innocents. C'était dans l'affaire... le fond qui vous intéresse. L'affaire Gabriel Russier, qui est d'ailleurs le premier article dans le Figaro en 69, et où j'ai défendu Gabriel Russier, qui a ensuite été, disons, qui s'est suicidé dans sa prison. Ensuite, ça a été l'affaire Omar Haddad. Donc, c'est le fond. Et à travers cette pièce, que j'essaie de montrer, c'est cette suprématie ridicule des juges, qui sont maintenant devenus des juges de droit divin. Et je montre un certain nombre d'erreurs énormes qui ont été commises parce qu'il n'y a pas de contrôle. Voilà, c'est le fond de la pièce, le fond sérieux, parce que comme c'est un vaudeville judiciaire... Un vaudeville où l'amant caché, c'est la vérité. Hein. C'est voilà, là où c'est absolument... il n'est pas dans le placard, l'amant n'est pas dans le placard, c'est la vérité qui est dans le placard. J'ai dit que c'était un vaudeville, c'est vrai que dans cet univers scénique, on retrouve les codes du vaudeville, le quiproquo, les portes qui claquent, les révélations en cascade, c'est ce qui garantit aussi la portée comique de la pièce. Et l'enquête. Et l'enquête, bien sûr, qui progresse. Oui, bien sûr. Il y a une dame la semaine dernière qui me dit, mais je peux vous poser une question ? J'ai dit oui. Mais alors, tout est vrai ? J'ai dit, elle m'a fait, mais c'est terrible. C'est encore pire si tout est vrai. Non, mais elle était, mais vraiment, mais elle a beaucoup ri. Elle m'a dit, mais j'ai beaucoup ri parce que c'est tellement énorme. J'ai dit, oui, c'est énorme, mais c'est vrai. Ben oui. Jean-Marie Rouard, vous avez parlé du pouvoir des juges, la justice, vous l'observez, vous la questionnez, vous essayez de la digérer. Qu'est-ce que ça dit de notre société, notre système judiciaire ? Tout. C'est très important. Non, la justice, parce que nous sommes façonnés par les idées de la justice, parce que les fondements de notre civilisation, c'est Socrate, condamné à mort, et c'est Jésus. 2 procès injustes. Et pourtant, toute la substance intellectuelle et culturelle, nous la tirons de ces 2 procès. Donc on tire la moelle épinière de nos sociétés de 2 procès injustes. De 2 procès, exactement. C'est pour ça que nous sommes hyper important. Bien sûr, c'est pour ça que c'est un sujet qui est très important et sur lequel je trouve qu'on devrait... En ce moment, nous sommes dans une impasse parce que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont créé le piège dans lequel ils sont tombés. Donc, on est dans difficile d'en sortir. On est dans une crise très très grave parce qu'il va falloir savoir qui contrôle les juges. Et ça, on ne sait toujours pas. Donc... On ne peut pas répondre à cette question pour l'instant. Si, on pourrait, mais ce serait un peu long. C'est très long. Daniel Russo, est-ce que vous avez appris des choses en travaillant autour de cette pièce, en découvrant le texte ? Parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, donc j'imagine que c'est le cas aussi des comédiens et du comédien que vous êtes. Mais totalement. J'ai découvert D'ailleurs, même moi, on en parlait avec Jean-Marie, mais je suis comme le public qui se pose des questions et qui... Maintenant, vous maîtrisez un peu mieux le texte que le public qui vient pour la première fois. J'espère, parce que sinon, c'est compliqué sur scène. On est passé, vous dites, de la toute-puissance du pouvoir sur les juges à la République des juges. Dans le Figaro, c'est ce que vous avez confié à Alexandre Devecchio. Quel est le regard que vous portez, par exemple, sur la condamnation et l'incarcération de Nicolas Sarkozy ?
Ah ben je l'ai dit, j'ai même fait un article dans le Figaro en disant que la mort de Louis XVI, la condamnation de Louis XVI, c'était, comme le disait Renan, c'était un parricide monarchique. Là, avec la mise en prison de Nicolas Sarkozy, c'est un parricide républicain. C'est pour moi tout à fait scandaleux, puisqu'il n'y avait aucune preuve n'a été apportée, on l'a mis en prison. Et ce qui montre aussi l'absence de sens des responsabilités des juges. On ne met pas un président de la République en prison d'une façon aussi légère et vraiment pour des choses que... Voilà, il n'y avait aucune preuve. Donc je considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de preuve et qu'on n'a pas épuisé toutes les conditions d'appel, et même si on les avait épuisées, se pose le problème de la démocratie. Vous ne pouvez pas déshonorer la démocratie en mettant un président pour des raisons politiques. Parce que l'ancien président en prison, on déshonore la démocratie. Oui, je trouve, parce que, disons, il y a quand même, surtout pour des actes qui ont été commis, qui n'ont pas été prouvés, qui ont été commis dans l'exercice de ses fonctions. Puisque je vous signale qu'il était, enfin, on ne va pas refaire le procès de Nicolas Sarkozy, il était ministre de l'Intérieur au moment des faits qui lui sont reprochés. Ce qui est passionnant, c'est que ce thème de la justice est aussi l'occasion d'en traiter d'autres. Je pense aux inégalités sociales, aux stratégies patrimoniales, à la violence, à l'étau du pouvoir. C'est finalement une pièce qui est extrêmement complète pour ceux qui nous écoutent. C'est évidemment une pièce qui nous informe et qui nous amuse de ce système judiciaire qu'on regarde parfois avec un œil un peu hagard, et en même temps on apprend plein de choses sur la société. Voilà, c'est ça. Bien et sur les logiques aussi individuelles, personnelles, notamment dans votre personnage, oui, c'est tout à fait le cas. Et ce qui est, cette pièce, justement, a la particularité, quand moi je sors, j'ai fini de jouer, bon, je sors du théâtre, il y a peut-être une personne qui peut me parler. Là, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions. Ça soulève des questions. Mais oui. Et le public se pose ces questions, bien sûr, en voyant cette pièce, bien sûr. On les éclaire quand même. Ils apprennent plein de trucs, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'était un personnage atroce, vous avez dit, en parlant de cet énergumène merveilleusement atroce. Oui. Et ça apporte, c'est vrai, une dimension absurde qui est assez géniale. C'est un personnage assez grotesque, qui est aussi raide qu'amusant, et qui respire l'instinct de survie, la promotion facile, qui mélange le bien commun avec le bien personnel. Il est un peu... Machiavel. Il est un peu paumé aussi, ce personnage. Il ne sait pas trop sur quel pied danser. Quand même. Quand c'est pour de l'avancement, Quand c'est pour avancer dans sa carrière, il sait. Ça vous amusait de travailler sur un personnage comme celui-ci qui déjà en lui-même disait beaucoup de choses de ce système? Oui, parce que sa justification, c'est qu'au fond, tous les grands hommes d'État, au nom de la raison d'État, ont commis des turpitudes atroces. Donc là, c'est au nom de la sacro-sainte justice, c'est ça? Lui, c'est au nom il considère qu'il y a une sorte de raison d'État personnelle et que tout doit céder devant lui. Voilà, c'est tout. Comme il est juge et qu'il n'y a aucun contrôle, il peut faire ce qu'il veut. Moi, j'aime beaucoup aussi le personnage de votre épouse, une bourgeoise caricaturale, faussement innocente, qui est très intéressante. Vos deux enfants demi-débiles aussi, on peut le dire, hein. Sinon, c'est pas rigolo. C'est là aussi que le comique... Non, mais je trouve que c'est là aussi que le comique s'installe. Et que ces personnages sont importants parce qu'ils viennent nourrir cette pièce et ils viennent apporter un peu de complexité aussi à votre personnage. On le confronte à des événements intimes, personnels, à son humanité. Mais bien sûr, même le policier qui fait son enquête... qui dit toujours qu'il fait bien son métier. Quand on a besoin de le répéter, en général, c'est qu'on ne le fait pas très bien. Oui, et qui n'obéit pas et qui dit moi je n'y suis pas rien, moi j'obéis à ce qu'on me dit. D'un seul coup, il y a cette espèce de ne pas dire la vérité, enfin, de ne pas s'imposer. Voilà, d'avoir peur. Il est devant un juge qui peut très bien, demain, le mettre dans un endroit où il ne voudrait pas, quoi. Voilà. Mais je pense que j'ai essayé de sauver tout le monde, tous les personnages. D'accord. Parce que je trouve que tous les personnages... Même cette femme qui n'a de cesse que d'avoir des relations avec leur homme de maison yougoslave. Oui. Comment vous la sauvez? Non, je trouve, par exemple, les enfants, qui en effet sont, vous avez dit débiles, c'était peut-être un peu exagéré, non, qui sont des enfants qui n'ont pas trouvé leur voie parce que c'est le père qui leur a imposé sa voie. Et ça, c'est très intéressant, c'est tout le théâtre antique, c'est-à-dire qu'il y a un destin et ce destin se reproduit, c'est-à-dire que le malheur d'une personne contribue au malheur des autres, et notamment le principal malheur qui est tiré un peu de ma petite expérience psychanalytique, c'est la phrase de Freud.
donnez-moi de meilleures mères, je vous ferai un monde meilleur. Elle lui a une mère atroce, et ça a entraîné toutes les conséquences des gens qui ont eu des difficultés avec leur mère. C'est l'effet papillon aussi. Dont le juge que j'interprète, qui parle toujours de sa mère et qui a été marqué par ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'enquête. Quand on parlait des codes du vaudeville, c'est vrai qu'il y a un plot twist important. Il y a la fille de la bonne qui est retrouvée morte. Ça déclenche une enquête. Et il faut tout mettre sous le tapis très, très vite. Dites ce qu'il y a de bien chez les magistrats, c'est qu'ils ne se condamnent jamais entre eux. Bah oui. Tout est dit. On le sait. Et ça donne envie d'être magistrat. Allez sur Pour Internet, pouvoir faire tout ce qu'on veut. Allez sur Internet, vous verrez les merveilleuses condamnations qu'ils se décernent entre eux. C'est-à-dire, on aimerait vraiment être juge, parce qu'ils sont d'une mansuétude, d'une douceur. Ils comprennent tout quand il s'agit d'un des leurs. Et donc, ils sont un peu plus sévères avec les autres. Donc, c'est ça, c'est ce que je reproche, c'est cette absence, vraiment, c'est cette justice de droit divin. Voilà. C'est-à-dire que les juges ont tous les droits et ils ne sont pas contrôlés. Et ça, dans une démocratie, ça ne va pas. On doit saluer évidemment le rythme de cette pièce pendant laquelle on ne s'ennuie pas une seconde. L'écriture des répliques au cordeau. Chaque réplique est tranchante. Il y a une méditation presque perverse et insidieuse qui s'invite dans les blancs. Les réactions. Oui, du public. Un seul coup qui fait ah ben ouais, on en... Vous aimez bien ces petits bruits qui vous montrent que la salle réagit. Surtout, je dis toujours aux comédiens, surtout laissez le temps aux spectateurs parce que. Oui, c'est important les respirations. Moi, vous savez, j'ai un professeur qui m'avait dit c'est le public qui t'impose le rythme, c'est pas toi. Tu dois l'écouter. Donc il faut être à l'écoute de cette salle. C'est lui qui décide, c'est lui. Et c'est vrai, les réactions. Vous savez, il y a un soir où il y a une réaction, elle est très forte. Bon ben, on attend parce que. Sinon, si on parle, les gens ne vont pas entendre. Donc, on est obligé de jouer avec ça. C'est très important, ça. Et là les réactions, les petites... d'un seul coup... Ça vous nourrit aussi en tant que comédien. Puis j'adore parce que d'un seul coup, ils sont dedans, quoi. Voilà. Ils sont dans l'histoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'humanité aussi de cette pièce, derrière ces personnages qui sont enfermés dans leur position sociale, dans leur stature, dans l'apparat de cet appareil judiciaire. On découvre des êtres humains, des vrais, avec des destins, des vies brisées, l'enfance et ses blessures, un peu comme un péché originel, c'est ce que vous disiez finalement tout à l'heure. Et ça, je trouve ça très beau de l'avoir exploité aussi, parce que ça met, on parlait tout à l'heure de contraste, ça met du contraste. Mais si vous voulez, pardon de dire ça, mais je pense que tous les écrivains dignes de ce nom sont dans cette complexité humaine. C'est-à-dire, ils ne condamnent jamais. Contrairement aux juges, ils ne jugent pas. Ils essaient de comprendre. Et si les juges sont écrivains? Il n'y en a pas assez. Il devrait y en avoir plus. Et quand il y en a eu un qui est merveilleux, c'est Montesquieu. C'est vrai. Montesquieu, et ça, c'est pas le modèle courant des juges. Comme Montesquieu, c'est ça. Mais c'est vrai, je crois que ce qui vraiment domine le domaine artistique des grands écrivains, c'est la complexité. Comprendre la complexité humaine et lui pardonner. Parce que c'est tellement difficile d'être un être humain. Est-ce qu'on peut dire que la justice se nourrit de nos failles, des failles de tout le monde, de ceux qui font son appareil judiciaire, de ceux qui se retrouvent un jour devant la justice? Elle se nourrit, elle s'abreuve de ces failles, de cette complexité humaine? Moi, je crois que, non, il y a vraiment un problème posé, on ne pourra pas le résoudre aujourd'hui, mais il y a un problème posé par l'institution judiciaire, par l'école de la magistrature, par les cours d'assises, par un certain nombre de choses, et qui ont fait que, disons, le public est écarté. On chasse de plus en plus, vous savez, dans les cours d'assises, les jurés. Il n'y a plus de jurés. Maintenant, ce sont uniquement des magistrats. Et ça, c'est très, très dangereux. La justice n'est plus rendue au nom du peuple français, elle est rendue au nom de juges, avec leurs faiblesses. À la fin, on réalise qu'on a beaucoup ri, on ressort un peu fataliste, c'est vrai, mais aussi, il faut le dire, soulagé, parce qu'on a appris des choses, parce qu'on a ri de notre système judiciaire, et parce que finalement, on a percé aussi à jour la réalité de ces êtres humains qu'on a eu en face de soi pendant cette pièce. Voilà. Et je trouve que c'est très important. Oui, et puis les gens à la sortie me le disent, quoi. J'ai ce témoignage-là, quoi, de gens qui ont envie d'en parler. Voilà, ils ont envie. Il y a des gens qui reviennent. Hein. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on a envie de repasser un moment avec vous. Ils reviennent revoir la pièce. Ils ont raison, d'ailleurs, moi-même, j'en reviens souvent. Non, mais ça, vous avez bien raison. C'est merveilleux, c'est très rare pour un auteur, pour un écrivain qui ne voit pas les réactions. Quand les gens lisent son roman, c'est très très rare qu'il se trouve dans un métro avec quelqu'un qui est en train de lire son livre. Et donc il n'y a pas de réaction. Et au théâtre, c'est vrai, il a cette chance d'avoir des réactions.
On vous donne rendez-vous bien sûr au Théâtre de Passy pour découvrir cette pièce géniale de Jean-Marie Rouard. Ça s'appelle Drôle de justice, Daniel Russo. Vous serez au mois de janvier à l'affiche de Borderline. Oui, après la pièce, oui. Après la pièce. On enchaîne avec Vous Borderline. enchaînez, vous n'arrêtez plus. Avec Philippe Lelièvre, une pièce de Flavia Coste. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'art de vivre. Merci. En art de vivre aujourd'hui, un très beau savoir-faire, celui de la création de tapis sur mesure confectionnés à la main avec des matières d'exception par une mère et sa fille. On en parle avec vous, Suzanne, vous êtes fondatrice de l'atelier Merfil. On dit Merfil. Exactement. Alors, parce que le Merfil, ça fait évidemment penser à cette association que vous avez créée avec votre maman, à cette entreprise. C'est une maison avant tout qui valorise l'artisanat, l'art de faire de ses mains. Comment est-ce que ça s'est imposé pour vous? C'était une passion? Tout à fait, une passion depuis toute petite de la décoration et notamment du tapis. Le tapis, pour nous, c'est le point de départ de tout intérieur. Et c'est aussi l'objet autour duquel on se retrouve, on papote. Donc pour nous, le tapis, c'était une évidence. Vous avez créé Merfil avec votre maman, c'est donc une histoire de famille. Qu'est-ce qui vous a amené à la création de cet atelier de création de tapis sur mesure? Vous l'aviez dit, le tapis, c'était une évidence. Cet artisanat, ce travail des mains vous plaisait beaucoup. Comment est-ce qu'on en arrive à créer une entreprise comme celle-ci? Alors, après plusieurs travails dans la tech, la mode, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve quelque chose de plus concret. Et c'est là où j'ai pu travailler auprès d'un décorateur d'intérieur, donc qui m'a vraiment appris tout ce qui est déco, le beau aussi. On a besoin du beau en ce moment dans nos sociétés. Exactement. Et le beau, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé via ma maman. Donc c'est comme ça. Puis après une expérience aussi dans une boutique de tapis et de moquettes. Donc c'est là aussi où j'ai appris la technique. Et après, on s'est lancé en mars 2025 de cette année. Vous avez également eu à cœur de valoriser une approche éthique, humaine et responsable. Comment est-ce que ça se matérialise dans votre engagement et dans le travail de cet atelier au quotidien? Oui, alors on design nos tapis à Paris. Et on les crée via notre atelier en Inde. Donc cet atelier-là est mené par une femme. Donc ça, c'est vraiment aussi important, ce côté woman power féminin qu'on a toutes les trois. Et c'est un trio de choc, hein. 3 femmes à la tête de Merfil et qui gèrent finalement la production de ces tapis sur mesure. C'est ça, exactement. Et c'est cet atelier-là qui après réalise les tapis une fois qu'on co-crée avec le client le design du tapis. Et tout ça dans des normes avec des certifications ISO notamment. Est-ce que c'est important pour vous de valoriser aussi un savoir-faire qui est ancestral, puisque ça fait évidemment partie de cet artisanat? C'est des méthodes, c'est des gestes qu'on répète depuis des années et finalement qui sont pour certains une seconde nature. J'imagine que cette femme dont vous parlez qui gère cet atelier en Inde, ça fait partie de son éducation, ça fait partie de ce qu'elle a toujours connu. Oui, tout à fait. C'est ce savoir-faire aussi qu'on essaie de transmettre. Donc le fait que ce soit ma maman et moi aussi, 2 générations différentes. Et c'est encore une question d'héritage finalement. Voilà. Héritage de ces savoir-faire, héritage de cette passion commune avec votre maman. Tout à fait. Et d'explorer toutes ces différentes techniques qui sont en fait des techniques indiennes. Donc c'est pour ça aussi qu'on les réalise là-bas. Donc on a du nouet main. C'est absolument magnifique ce que vous nous avez apporté en plateau. Moi j'ai les yeux qui frissent sur le rosé. Le rosé jaune évidemment. Voilà. C'est une très très belle association. Et en effet on le voit, il y a des techniques très différentes. Exactement. Combien de temps il faut? Combien de mains il faut pour créer un tapis sur mesure, par exemple, un tapis comme celui-ci un peu plus grand? Oui, alors un tissé à plat, on sera plutôt aux alentours de 5 à 6 semaines. Donc nos délais restent quand même assez intéressants. Tout à fait. Et il faut environ 2 à 5 personnes pour réaliser un tapis, mais ça dépend tout à fait de la taille. C'est assez incroyable de se dire que ce sont des personnes qui l'ont confectionné avec de l'amour, avec leurs mains et avec leur savoir-faire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes importantes de la création, la confection d'un tapis? J'imagine que ça dépend évidemment des techniques, mais globalement, si on reprend les étapes principales. Alors nous, chez Atelier Merfil, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne vraiment le client de A à Z. Donc on se déplace chez eux, on comprend l'espace, c'est important de comprendre la décoration qu'il y a, mais aussi la personnalité de la personne, parce que le design aussi variera en fonction de ça. D'accord, donc c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, on est vraiment sur du sur-mesure. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment compris tout cela, on commence à dessiner avec ma maman. Donc tout. D'accord, c'est vous qui dessinez. Voilà, génial. On dessine ensemble. Et après, à partir de là, on communique avec l'atelier en Inde
qui passe à la teinte. J'ai pas parlé des coloris. Les coloris, c'est aussi un choix hyper important dans la création. C'est ce que je me dis en voyant celui-ci. C'est ça, et c'est plus de 600 coloris. D'accord, il faut savoir ce qu'on veut, il ne faut pas être décidophope. Enfin, en même temps, vous êtes là pour nous accompagner. Ensuite, vous appelez cet atelier en Inde avec lequel vous travaillez étroitement. Exactement. Et ils teignent la laine, donc en fonction de la couleur choisie. Après, il y a le séchage, et après, il y a en fonction du métier à tisser, donc si c'est du tissé à plat, là aussi, on est sur du jute. Là, on est sur du tufté, donc c'est les techniques qu'on voit un peu plus peut-être aujourd'hui. Incroyable, là, le relief de celui-ci est assez dingue. Donc là, on est sur le plus haut de gamme avec de la soie végétale aussi. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir les matières aussi, vous faites très attention. J'imagine vous avez le luxe de pouvoir sélectionner des matières qui plaisent vraiment à vos clients et de pouvoir les sourcer correctement. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce métier ? Le fait qu'après tant de changements de travail... vous ayez trouvé votre voie ? Voilà, j'ai enfin trouvé ma voie et je peux le faire avec la personne de qui je suis la plus proche, ou en tout cas une des personnes de qui je suis votre la plus maman. proche. Voilà. C'est joli comme histoire. C'est assez joli. Je dois dire que ça donne des réalisations assez uniques, pas uniquement parce qu'elles sont créées sur mesure et donc intrinsèquement uniques par la beauté de ce que vous proposez. Est-ce que vous êtes fiers aussi de pouvoir délivrer à vos clients ce tapis dont ils ont toujours rêvé? Oui, vous avez raison de parler de ça. C'est un peu un bébé, enfin, il y a le côté un petit peu gestation, et puis ensuite on découvre le produit qu'on a co-créé avec vous. Exactement, c'est la satisfaction du client, ça n'a pas de prix. De pouvoir, là on accompagne encore la livraison, l'installation. D'accord, ça va jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, vraiment de A à Z. C'est ce qu'on essaye d'apporter aujourd'hui, c'est ce service qu'on retrouve dans le sur-mesure. Et le monde aujourd'hui va très vite. Et de temps en temps, juste de ralentir et de prendre le temps de faire une pièce. C'est un beau projet aussi, de prendre le temps de sélectionner une pièce dont on a vraiment envie, de la co-construire. Puis c'est aussi que finalement un pas créatif qu'on pose. Après, vous nous accompagnez, bien sûr, parce que sinon, ça serait très compliqué. Voilà. Mais c'est un peu l'idée. Vous proposez aussi du demi-mesure. Là, c'est intéressant pour les décidophobes comme moi, ceux qui ont du mal à prendre des décisions. Vous avez un panel, finalement, de choix qui peut nous permettre déjà de savoir où on va. Exactement. Il y en a qui aiment bien partir d'une page blanche et sont assez créatifs avec nous. Et d'autres qui ont besoin d'être accompagnés un peu plus. Donc, le côté demi-mesure qu'on propose via notre site aussi est assez utile. Et ça permet du coup de changer les dimensions. On peut aussi changer la taille. On n'est pas obligé de partir sur un tapis rectangulaire classique. On peut partir sur de l'ovale, sur des formes un peu... On peut se faire plaisir. Voilà, on peut se faire plaisir et de changer les couleurs aussi en fonction de l'espace. Je vais vous poser une question un peu compliquée, puisque comme on est sur du sur-mesure, ça va être compliqué pour vous de me répondre, mais une échelle de prix pour ceux qui nous regardent et qui se disent que c'est formidable, qu'ils ont envie de s'en offrir un pour chez eux? Oui, alors on essaye de proposer une offre qui est plutôt abordable pour du luxe, donc on est quand même sur du luxe vu qu'on est sur du sur-mesure. Donc pour vous donner une idée, on est aux alentours de 200 à 400 € du mètre carré. D'accord. Et donc ça dépend, comme vous l'avez bien dit, de la technique, de la soie végétale, de la laine, des matières. Mais on vous répond assez rapidement et on essaye aussi de comprendre le budget du client, ce qui est important aujourd'hui. Quand vous voyez l'engouement général des Français, des Franciliens, des Parisiens pour la déco, est-ce que vous vous dites que vous avez choisi une voie royale, puisqu'on voit à quel point aujourd'hui le fait de se sentir bien chez soi, de créer des environnements qui nous ressemblent est devenu très très important? Oui, tout à fait. Et en France, on a la chance d'avoir aussi énormément de tissus de créateurs de grandes maisons. Moi, j'ai grandi à Londres, donc passé 20 ans à Londres, où le monde des tapis et de la moquette était très important. Oui. Et donc de pouvoir aussi apporter ça à Paris et en France, c'est quelque chose qui est assez dingue. Vous en êtes confectionné un pour vous, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Plus d'un. Et maintenant, vous avez un goût absolument assuré dans ce que vous voulez. C'est ça. Vous savez exactement où vous allez. Voilà, et on apprend au fur et à mesure du temps aussi. Vous continuez à découvrir des choses, des styles, des manières de créer, d'aller chercher. Des fois, les clients vous donnent un cahier des charges impossible à remplir? Oui, mais on adore ça. Non, mais c'est le challenge qui est sympa. Voilà, c'est le challenge qui est sympa. Tous les projets sont différents. Là, on a accompagné un artiste qui a réalisé un tapis. C'est trop bien. Plus de 20 coloris. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Vous avez l'air absolument passionné. On est ravis de vous avoir reçu pour nous présenter Merfil, donc cet atelier de création de tapis sur mesure à Paris. Merci beaucoup et merci de nous avoir apporté ces échantillons pour qu'on découvre le fruit de votre travail. Un grand merci à vous et puis on embrasse votre maman qui, je suis sûre, est en train de vous regarder. Merci beaucoup. Merci et moi, je vous retrouve demain dans Bienvenue en Ile-de-France à 19h sur le Figaro TV. Très bonne soirée.